Bonjour à tous, c'est Moss. Vous rappelez-vous de l'épisode 1 d'Overbooked? Nous avons parlé d'excision à travers le roman autobiographique On me l'a ôté de Marwa S. Bakayoko. Grand nombre d'entre vous étaient partagés entre surprise, choc, indignation, mais surtout curiosité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Marwa S. Bakayoko, écrivaine et romancière ivoirienne, dans le cadre donc des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et pour nous parler de son expérience avec l'excision. Bonjour Madame Bakayoko. Bonjour Moussia. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions que vous nous partagiez votre parcours et surtout que vous nous disiez ce qui vous a poussé à écrire et à utiliser le livre comme moyen de sensibilisation. Je suis Marwa S. Bakayoko, Marwa Smaoro Bakayoko. Okay. Je suis aujourd'hui écrivaine, romancière, chroniqueuse. J'ai enseigné les lettres modernes. Et puis j'ai accompagné mon mari dans ses fonctions. Et puis là-bas, il y a eu le déclic. Donc en Arabie Saoudite, le déclic va venir. Mais je n'écris pas en Arabie Saoudite. Et puis on est affecté au Caire. Et puis c'est au Caire que je décide vraiment de m'y mettre. Je commence à gribouiller, je suis de la vieille école. Je fais le tour sur des feuillets. Du Caire, on nous envoie à New York. Arrivé quand même à New York, je décide quand même de franchir le pas. C'est ainsi que je sors ma première œuvre qui sera éditée au Canada. Le fait que vous donniez à l'écriture, c'était pour informer les gens, c'était pour leur apprendre quelque chose, c'était pour les sensibiliser sur des sujets ou c'était surtout pour vous libérer? D'abord, c'était pour donner mon point de vue sur des sujets d'actualité. J'estimais que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, à la base, c'est d'abord donner mon opinion en tant que femme, je dirais, africaine de son temps. Et pour moi, c'était vraiment le canevas tout trouvé. Par rapport à l'utilisation du livre, pour revenir donc au sujet d'aujourd'hui, l'excision, vous avez réussi à partager votre expérience, à mettre sur papier vos émotions, vos ressentis. Est-ce que ça a pris du temps, du courage et comment a réagi votre entourage suite à la publication donc, de On me l'a ôté? Comme tu l'as dit, Moussia, c'est une œuvre autobiographique. Et qui dit autobiographique dit libération de certains aspects de la famille, dit dévoilement de certains secrets. Je le ruminais depuis longtemps et puis un jour j'ai décidé de me jeter. La caution que je voulais d'abord, c'était celle de ma grande sœur. Fichatou. De Fichatou. C'est ma sœur, mais c'est mon amie, c'est mon intime. Quand j'ai senti qu'elle était vraiment libre dans la tête, et elle l'est d'ailleurs, je me suis dit, je vais me lancer. Il n'est jamais aisé de parler d'excision. Parce qu'il y a une part de douleur qu'on garde tout au fond de soi. Mais bon, je le répète, moi j'ai fait le deuil de mon excision. Certains diront que certainement que je n'ai pas subi ce que d'autres ont subi, j'en conviens. Mais moi j'ai fait le deuil parce que je me dis que j'ai subi quelque chose à mon insu, parce que jusqu'à ce que je me retrouve en dessous de la zoomuso, vous n'en savez rien. Je n'en savais rien. Et c'est au pied du mur que j'ai su de quoi il s'agissait. Et donc, parler d'excision, je me dis, c'est restituer à l'histoire mon histoire. C'est remettre au goût du jour cette question d'excision qui fait encore couler beaucoup d'encre et de sang d'ailleurs. Oui. Donc justement, cette sensibilisation nous emmène à nous poser la question sur la prévalence donc, de la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire. Donc déjà, il faut savoir qu'à travers le monde, il y a plus de 200 millions de jeunes filles et jeunes femmes à travers une trentaine de pays qui ont subi l'excision. En Côte d'Ivoire, on estime que le taux de prévalence est autour de 38%. On observe également qu'il y a plus d'excision dans le nord et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans certaines régions. L'excision est dans ces endroits une norme sociale. Et on le voit bien dans votre livre, quand vous expliquez les contours, la coutume et tout ce qui emmène donc les personnes à se faire exciser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces régions et sur l'origine de cette pratique et pourquoi elle perdure? L'excision comme la circoncision, avant l'arrivée de l'islam, était une sorte de passage générationnel. On attendait que vous soyez pubère avant de vous faire subir l'excision. L'excision, c'était une manière de prouver à la société que vous étiez apte à rentrer dans la classe des hommes. Et je le dis dans le livre, moi, dans ma région, les familles maraboutiques n'excisent pas leurs filles. Oui. Chez nous, les Bakayoko, voilà, c'est les détenteurs du Coran, les Timités,
C'est des marabouts. Donc, chez nous, les filles de ces familles-là ne se font pas exciser. Donc, du coup, ces filles-là, je fais une parenthèse, qui aiment bien la pratique, certains ne comprendront pas, parce que ce n'est pas à comprendre, qui vont se cacher pour aller voler l'excision. Voilà, c'est ce dont vous parlez dans le livre, et ça m'a beaucoup choquée, parce qu'en général, on se dit que les femmes sont forcées ou qu'elles ne savent pas. Donc, savoir que certaines vont volontairement se faire voler l'excision, ça met aussi en lumière toute la coutume et la pratique autour. Elles se retrouvent dans des petits villages où elles ont ouï dire qu'il y a une grande fête d'excision et elles vont s'incorporer dans le groupe pour se faire exciser. Mais aujourd'hui, la pratique n'a plus lieu d'être. Parce que la pratique, c'était quoi? C'était de les enlever dans une classe de filles ou de classe de garçons pour les mettre dans une classe de femmes. Bon, aujourd'hui, quand on dit être dans une classe de femmes, on parle de PhD. On parle de bachelor, un doctorat, mais venir te faire couper, ça n'a aucun sens. Effectivement, les critères ont beaucoup changé. Ça a changé. Donc la pratique, ça n'a aucune valeur ajoutée à la femme. Bien au contraire, il fallait quand même que je revienne sur les éléments qui suscitaient cette pratique. Voilà. Il fallait replacer le débat. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la prévalence donc, de l'excision dans le nord et dans l'ouest? Ben, moi, j'aime à le dire, hein. C'est les soubresauts d'un coq ou d'un poulet qu'on a égorgé. Ça sautille, mais ça va mourir de sa belle mort. C'est vrai qu'on parle de prévalence, mais le taux a beaucoup baissé. Ah, d'accord. Mais je me dis que ça va mourir de sa belle mort, plus l'éducation va rentrer dans la société, plus les filles seront scolarisées. Je me dis que ça va beaucoup baisser, sinon on va disparaître. Est-ce qu'il y a aussi une coopération donc, au niveau local des chefs religieux et de tous ceux qui essaient de garder la coutume, la tradition? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'expérience autour et sur les contours donc, de l'excision? Il y a certains lisants au Mélodie ont même l'impression que j'encourage à l'excision. On a l'impression que tout est noir, soit tout est noir, soit tout est blanc. Non, la vie n'est pas comme ça. J'ai subi les deux expériences. J'ai subi la coupure, mais j'ai vécu la maison des excisés. Moi, je fais plus d'un mois dans la maison des excisés. Et pendant le mois des excisés, je vous assure qu'il y a des moments tellement heureux. Pendant un mois, nous avions des matrones. Pendant un mois, on nous apprenait à nous tenir. Pendant un mois, on te donne un seul pain tissé dans lequel tu es. Tu dois garder ce pain tissé-là propre. C'est là qu'on va tester ta propriété. On va tester ta manière de te tenir, la manière de t'asseoir, la manière de manger, le secret que tu pourras garder. Parce que dans la maison d'excision, on se confie des secrets. Je dis, c'est une leçon de vie, moi, que je garde encore. Et j'estime que cette partie-là, on aurait pu trouver, je dirais, la parade pour conserver cette partie-là, tout en enlevant la coupure. On est venu, on a tout dératisé. C'est-à-dire, on a pris le bébé, le bain de l'excision, et avec le bébé, on a tout versé. Du coup, on n'a pas enlevé certains aspects. Je me dis, c'est vrai, quand on vient dire que ici, cet aspect n'est pas bien pour la culture, il faut l'enlever, je suis d'accord. Mais j'estime qu'on a été trop généraliste. On aurait dû être un peu plus spécialiste, enlever des aspects et puis conserver d'autres. Donc en fait, vous invitez à ce qu'on fasse plutôt la part des choses entre ce qui est négatif et ce qui l'est moins.